Mais voilà, est-ce que vous pouvez nous parler du contexte général de l'immigration italienne en Belgique après la Seconde Guerre mondiale, notamment dans le contexte des mines de charbon, de la nécessité d'avoir de la main-d'œuvre dans les mines? Bien, on y va? On y va. Donc, lorsque la guerre se termine en Belgique, il y a une forte demande en charbon, parce que le charbon est indispensable pour lancer l'économie. Les usines tournent au charbon, les transports tournent au charbon, les centrales électriques tournent au charbon, et le charbon est utilisé aussi pour le chauffage domestique. Donc c'est indispensable. Or, pendant la guerre, qui est-ce qui a fait tourner l'industrie du charbon? Ce sont des prisonniers soviétiques, puis des prisonniers polonais, des prisonniers allemands. Il y a plus de 20 000 prisonniers allemands en 1945-46 qui font tourner notre industrie charbonnière. Mais il va falloir les renvoyer chez eux. Et donc, on est devant un problème parce que les Belges, qui sont bien organisés, bien syndicalisés, refusent de retourner à la mine dans les conditions qu'on leur propose, évidemment. Et donc, même s'ils sont au chômage, ils n'acceptent pas de redescendre. Et malgré les mesures coercitives, malgré les promesses, ils ne vont pas reprendre le métier de mineur massivement. Alors, avec cette problématique, les patrons miniers vont faire pression sur le gouvernement belge de Van Acker pour qu'il appelle des étrangers. Alors ils ont été faire un peu de tourisme social pour voir où il y avait des gens en surplus qui accepteraient de venir travailler aux conditions que les Belges refusaient. Ils ont été en Pologne, mais la Pologne a refusé ces conditions. Ils ont été en Espagne, ça n'a pas marché. Et finalement, ils vont en Italie. L'Italie est un pays vaincu, est un pays qui est dans une situation sociale et économique désespérée, un pays où il y a des remous politiques très importants. C'est le pays d'Europe occidentale où le Parti communiste est le plus important. Les résistants n'ont pas remis leurs armes après la fin de la guerre et pourraient avoir un poids sur la situation politique. Donc le gouvernement italien est ravi de se débarrasser de 2000 jeunes par semaine qui sinon risqueraient de réclamer avec force un travail et une situation digne. Et donc c'est ça qui va faire venir les Italiens massivement à partir de 1946 en Belgique pour les mines mais aussi pour les carrières. Il y avait déjà une tradition avant la Seconde Guerre mondiale de mineurs italiens et de carriers italiens, notamment dans le Brabant wallon pour les carrières. Et cette tradition va être ranimée après la Seconde Guerre mondiale et on va en faire venir massivement, soit pour les carrières du Brabant, soit pour les carrières de la vallée de Lourdes. J'aimerais aussi que vous nous parliez justement du contexte de concurrence salariale entre les Belges et des personnes qui seraient susceptibles d'accepter des conditions de travail et des conditions salariales plus dures. Alors, la concurrence salariale est organisée de cette manière, c'est-à-dire que les ouvriers étrangers ont droit au même salaire que les Belges lorsqu'ils sont dans la même catégorie. C'est une revendication essentielle du monde syndical. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a de moins en moins de Belges qui acceptent ces conditions salariales-là. Ils sont plus exigeants, ils demandent non seulement des mesures salariales, mais aussi des mesures de sécurité et d'hygiène que le patronat ne veut pas rencontrer. Et donc, les ouvriers étrangers viennent accepter des conditions que les Belges refusaient. Ce qui veut dire évidemment que ça va créer un certain nombre de tensions, parce que ils apparaissent un peu comme des jaunes, comme des briseurs de revendications, si vous voulez. C'est pas par hasard si à Liège on fait débarquer les futurs mineurs italiens à la gare de Vivnis, qui est une gare de marchandises. On n'a pas trop envie qu'ils soient vus
par les Belges. On va les mettre souvent dans des logements qui sont des logements particuliers, dans des zones particulières, pour qu'il n'y ait pas trop de contact avec les Belges, parce que effectivement, il y a une concurrence entre eux, et les Belges voient d'un mauvais œil ces Italiens prendre leur place à bas prix. Ces Italiens qui débarquent en Belgique à partir de 1946, ils ont dans l'esprit de rester en Belgique pour une durée déterminée, ils imaginent revenir. Comment les choses se passent et finalement, est-ce que les Italiens sont, oui, clairement, une grande partie sont restés, d'autres sont-ils retournés? Comment les choses se passent dans la durée, l'installation de ces personnes? Donc en général, le projet de ceux qui viennent d'Italie en Belgique est un projet à courte durée. Ils imaginent qu'ils vont rester le temps de leur contrat, 5 années renouvelables, et qu'ils auront entre-temps amassé un petit magot qui leur permettra de démarrer un magasin, d'acheter une terre, une maison, quelque chose comme ça. Alors dans la réalité, les choses vont se passer très différemment. D'abord parce que économiser est possible, mais demande de grands sacrifices et on ne peut pas économiser l'entièreté de son salaire. D'autre part, il faut envoyer en Italie à la femme, aux enfants, aux parents, aux frères et sœurs une partie du salaire, ce qui permet d'économiser moins, évidemment. Et d'autre part, après 1 an ou 2, ceux qui sont mariés, eh bien, ils vont faire venir leurs femmes et leurs enfants. Et à ce moment-là, en fait, le projet de retour bat de l'aile. Parce que ça veut dire qu'ils vont louer une meilleure maison ici, qu'ils vont dépenser pour la scolarité des enfants, pour la nourriture, etc. Et que la part qui sera réservée aux économies sera une part de plus en plus mince. Alors ça veut dire que le projet s'est modifié et qu'il y a eu bien sûr un certain nombre d'Italiens qui sont retournés, il y en a même qui retournent après très peu de jours ou de semaines, notamment dans le domaine des mines. Ils n'avaient pas idée de ce qu'était une mine souterraine et donc il y en a beaucoup qui sont descendus et qui ont constaté que c'était l'horreur absolue et qui ont dit non, moi je préfère mourir dans ma montagne, pauvre mais au bon air. Mais en fait, le contrat qu'ils avaient signé prévoyait que lorsque le contrat est rompu par le travailleur est arrêté, mis en prison dans le chef-lieu de province, et de là, tous les réfractaires sont réunis dans un lieu à Bruxelles qui a toujours eu une vocation étrange et qui est le Petit Château. Et de là, on fait des convois spéciaux de réfractaires qu'on renvoie en Italie. Mais il était totalement interdit à quelqu'un qui avait signé un contrat pour devenir ouvrier carrier ou mineur de se transformer en maçon ou en vendeur de crème glacée. Il devait d'abord faire ces 5 années de purgatoire. Et quand ils rentrent en Italie, alors par convoi, là-bas, on les libère ou... Oui. Là-bas, ils sont libérés, mais ils se retrouvent naturellement dans la même situation que ce qu'ils avaient quitté. Est-ce qu'on a une idée de la quantité de personnes concernées par ces allers-retours? Alors, en 1961, le recensement de 1961 enregistre à peu près 300 000 Italiens en Belgique. Alors, c'est le solde de ceux qui sont venus et repartis. Alors, un chiffre maximal, ce serait qu'il y a eu 500 000 Italiens qui se sont déplacés vers la Belgique, dont un certain nombre sont retournés en Italie et d'autres ont continué le voyage. C'est-à-dire que le projet d'un certain nombre d'entre eux était de partir vers l'Amérique. Mais l'Amérique avait fermé ses frontières, mais le Canada avait une antenne ici à Bruxelles qui a recruté un certain nombre d'Italiens pour devenir bûcherons dans les forêts canadiennes. Et donc, curieusement, quand j'ai fait un voyage à Montréal et Toronto dans les associations italiennes, les assistants sociaux qui faisaient les dossiers de pension me disaient presque tous les gens pour qui je fais un dossier de pension, ils ont commencé leur carrière dans les mines belges. Mais ils sont partis assez rapidement, ce qui a créé d'ailleurs des tensions entre la Belgique et le Canada parce que c'était un peu détourné la main-d'œuvre que la Belgique avait été chercher, avait déplacée, formée.
etc. C'est dans le cadre d'une convention entre la Belgique et l'Italie que ces transferts de population ont lieu. Est-ce que l'Italie a signé d'autres contrats de ce type avec d'autres pays? Alors oui, l'Italie a signé d'autres contrats de ce type, mais c'est l'accord avec la Belgique qui a eu numériquement le plus d'importance. Donc il y a par exemple un accord avec la France, mais qui ne va pas donner autant que ce qu'ont donné les accords avec la Belgique. On parle souvent du bois du casier comme étant un événement vraiment essentiel dans la rupture de la Convention. C'est vrai? Alors, nous venons de faire un petit ouvrage collectif qui s'intitule « Recherches nouvelles sur l'immigration italienne en Belgique ». Alors, quelles sont ces recherches nouvelles? C'est d'abord de rappeler que l'immigration italienne ne commence pas en 1946. Elle existe bien avant, il y a 30 000 Italiens dans l'entre-deux-guerres, il y en a déjà avant la guerre de 14, il y a notamment un article sur les restaurants italiens à Bruxelles avant 1914, donc ils existaient bel et bien. Donc l'immigration italienne existe avant 1946 et qu'elle ne se termine pas du tout avec 1956. C'est l'accord qui est rompu en 1956. Mais les Italiens continuent à arriver, mais à arriver pour d'autres régions et d'autres raisons. Par exemple, l'immigration italienne à Bruxelles, dans les quartiers populaires de Schaerbeek, de Molenbeek, d'Anderlecht, c'est une immigration qui est largement postérieure à 1956. Ce sont des gens qui sont venus pour travailler dans les grands travaux qui se font dans la capitale, ou bien dans des grandes usines comme Michelin par exemple, ou des usines automobiles qui recrutaient de la main-d'œuvre ouvrière à ce moment-là. Et donc c'est une erreur de dire voilà, ça a commencé en 1946 et ça se termine en 1956. En 1956, en fait, oui, pour les mines, on ne va plus faire de recrutement groupé, mais il y a encore des tas de gens qui arrivent à titre individuel, notamment par une immigration de type familial. C'est le beau-frère, c'est le cousin de quelqu'un qui est déjà mineur. Et alors, est-ce que c'est dû, est-ce que l'accord a été rompu en 1956 à cause de Marcinelle? En fait, on sait que le patronat minier cherchait déjà à diversifier ses sources de main-d'œuvre parce qu'il n'aimait pas d'avoir des communautés qui auraient été assez fortes et qui auraient pu avoir des revendications particulières. Alors pensons que les germanophones en Belgique sont, je crois, 60 000, quelque chose comme ça, les Italiens 300 000. Les germanophones ont eu leurs écoles, leur langue officielle, etc. On aurait pu imaginer que les Italiens demandent la même chose. Et donc, pour éviter ce genre de communautarisme, on parle déjà de diversifier les sources de main-d'œuvre. Et il y aura donc l'accord de 1956 avec l'Espagne de Franco, avec la Grèce. Et puis quand ces sources-là sont taries, il y a une nouvelle mission du patronat minier en Afrique du Nord et en Turquie qui va faire un tourisme social de nouveau pour voir quels sont ceux qui accepteront les moindres salaires pour travailler le plus. Alors, ils excluent la Tunisie qui est trop moderne, ils excluent l'Algérie parce que beaucoup d'Algériens ont été en France, ont été en contact avec les syndicats, connaissent la CGT française et ils craignent qu'ils s'organisent syndicalement très vite. Et ils vont privilégier le Maroc, certaines régions en tout cas du Rif marocain où selon le rapport patronal, les gens sont habitués à un travail très rude pour un salaire très mince, et de même certaines régions de Turquie, Mirdak, etc., qui seront dans les mêmes conditions. Et donc, à ce moment-là, on va faire venir, à partir de 1964, une main-d'œuvre turque et marocaine, dont on peut encore voir aujourd'hui les descendants dans Bruxelles. Vous parlez de communauté. Est-ce que justement, par rapport à cette population d'origine italienne qui arrive en Belgique, on peut considérer que l'intégration au sein de la population belge s'est faite de manière
relativement facile ou harmonieuse, ou au contraire, l'aspect communautaire de vie entre soi est resté prégnant pendant fort longtemps? Est-ce qu'il est possible d'avoir une vision globale sur ce genre de questions, ou au contraire, on est dans le cas par cas et qu'il n'y a pas possibilité d'avoir une... Alors, un des apports du petit livre qu'on vient de publier, c'est justement de casser cette idée de la communauté italienne. Il y a des communautés italiennes qui sont très diverses, que ce soit par les origines géographiques, par les origines sociales, par les options politiques, etc. Alors, pour vous donner un exemple, il y a eu des difficultés au niveau linguistique. C'est faux de dire oui, mais l'italien et le français, c'est à peu près pareil. Il y a un article sur le pasticcio, c'est-à-dire le mélange que les Italiens ont pratiqué et qui a été un obstacle évidemment à l'intégration ou au changement de statut social. Il y a là des vieux qui ont 80 ans et qui ne savent toujours pas parler français parce qu'ils parlent un mélange de dialecte italien et de wallon qu'ils ont appris sur leur lieu de travail. Donc il y a eu des difficultés linguistiques, mais il y a eu aussi des difficultés de racisme. On a oublié aujourd'hui, mais c'est pas une blague, étrangers s'abstenir, c'était mis dans beaucoup de logements. Moi, ma propre famille est restée 1 an à l'hôtel meublé parce que personne ne voulait louer à une famille d'Italiens, en plus avec 5 enfants. Donc, il est évident que les garçons qui voulaient aller danser au bal, eh bien, ils n'entraient pas s'ils étaient italiens parce qu'on avait le préjugé que les Italiens, ils avaient toujours un couteau en poche et qu'ils allaient se battre pour les filles, etc. Donc, ça ne s'est pas passé aussi joliment qu'on ne le voudrait la légende. Et les gens qui sont de ma génération, s'ils ne sont pas amnésiques, ils se souviennent qu'on nous chantait à la Moutouillelle que la vie est belle. Moi-même, mon nom prêtait naturellement à Morel i Macaroni, Morel i Macaroni. C'était pas forcément gentil ou drôle. Alors, pour revenir sur votre question, est-ce que les Italiens de Belgique forment une communauté? Eh bien, prenons d'abord la scission politique. Il y a d'une part des Italiens qui ont été recrutés par une filière vaticane, par les curés des paroisses, et qui ont été encadrés ici en Belgique immédiatement par les missions catholiques italiennes. Il y en avait une trentaine dans tout le pays qui les encadraient. D'autre part, vous avez des Italiens qui étaient anarchistes, communistes, socialistes, et qui ont quitté pour un ensemble de raisons qui étaient à la fois économiques et politiques, et qui étaient le contre-pied absolu de cela, et qui ont créé des associations laïques, des associations communistes, qui étaient un peu comme Don Camillo et Pepone dans les films avec Fernandel. Vous avez aussi une différence sociale. Quand vous regardez le nombre d'Italiens à Bruxelles, par exemple, vous avez une vraie diagonale qui sépare les pauvres des riches. C'est-à-dire que vous avez une immigration ancienne qui est de type ouvrier à Anderlecht, Molenbeek, etc., et qui est souvent sicilienne. Et vous avez d'autre part une immigration de fonctionnaires européens, de gens surdiplômés, mais qui n'habitent pas les mêmes quartiers, bien évidemment, qui habitent le sud-est de Bruxelles, le Brabant flamand, et qui, eux, proviennent souvent du nord de l'Italie, et qui ne se rencontrent pas. Ils n'ont pas les mêmes lieux de loisirs, ils n'ont pas les mêmes associations. Et donc, ce sont deux univers complètement différents. Et imaginez que tout ça forme la communauté italienne de Belgique, c'est un peu un rêve. Peut-être que le seul moment où ça forme une communauté, c'est au moment des matchs de football, ou que ce soit à Molenbeek ou à Tervuren, on hisse un drapeau italien. Mais par exemple, Molenbeek, tout le monde pense marocain à Molenbeek, la deuxième communauté étrangère à Molenbeek, ce sont les Italiens. Mais ce ne sont pas des mineurs, ce ne sont pas ceux qu'on a l'habitude d'imaginer venus entre 46 et 56. Il y a aussi un article sur les Italiens à Molenbeek.
pour votre édification, on compte en général qu'il y a aujourd'hui 200 000 Italiens en Belgique. Mais nous avons établi des cartes. Évidemment, il y en a toujours une très grande proportion qui sont dans les anciens lieux de mines et de carrières, mais il y en a beaucoup aussi à Bruxelles, il y en a un peu dans tout le pays. Et en outre, ce qui est très curieux, c'est que la majorité de ces Italiens de Belgique, ils sont nés en Belgique. Et ils sont de nationalité. Ils sont de nationalité, ils ont un passeport italien, comme c'est mon cas, comme j'ai 2 de mes enfants qui ont le passeport italien aussi, mais ils sont nés en Belgique. Donc, je ne vais pas dire que c'est des faux Italiens, mais enfin, ça nuance aussi beaucoup l'idée que l'italien c'est un mineur. Ben non. Alors, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que l'intégration, d'un point de vue social, elle ne s'est pas faite. Point de vue économique et social. On nous montre toujours les héros de l'immigration. Alors il y a la reine Paola, il y a Di Rupo, il y a 2 autres ministres, il y a un joueur de football, il y a Adamo et Sandraki. Bon. Mais derrière ces arbres-là, il y a la forêt. Et la forêt, ce sont des gens qui n'ont pas une situation sociale aussi brillante qu'on pourrait l'imaginer. Et là, nous avons 2 chiffres clairs. Nous avons une carte des diplômés, et les diplômés italiens sont moins nombreux que les diplômés belges. Et d'autre part, les chiffres du chômage. Quand les Belges sont pour 9% chômeurs, les Italiens le sont pour 21% en Belgique maintenant. Alors pourquoi? Pas parce qu'ils sont plus paresseux ou moins courageux, mais parce que ce sont des gens qui sont de descendance ouvrière, fils d'ouvriers, petits-fils d'ouvriers, qui bien souvent ont été mis dans des écoles de relégation, enseignement professionnel, etc. Et c'est dans ces milieux ouvriers qu'il y a le plus fort taux de chômage, il n'y a plus d'emploi, c'est tout. Et donc, c'est aussi un obstacle absolument important à l'intégration économique. Si on veut parler d'intégration, ce serait ça aussi, c'est d'avoir une situation sociale pareille à celle des Belges. Ben non, quand on est fils d'ouvrier, petit-fils d'ouvrier, la norme, c'est qu'on est aussi ouvrier. Il y a des comparaisons à ce niveau-là entre la population immigrée et la population belge. Donc, genre, fils et petit-fils d'ouvriers belges et fils et petit-fils d'ouvriers d'origine étrangère. Alors, c'est-à-dire qu'il y a une surreprésentation, évidemment, chez les Italiens, de cette filière ouvrière par rapport aux Belges où il y avait une plus grande diversité sociale. Et donc, forcément, les Italiens sont bien plus souvent d'origine ouvrière que les Belges ne le sont. Mais normalement, il n'y a plus de mines. Donc le fils du mineur, il est devenu sidérurgiste, sa fille est caissière chez Cora, et puis il y a souvent des gens qui sont sans emploi. Voilà. Peut-être j'ai un peu nuancé l'image rose. Oui, non, Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Ben non, c'est pas aussi simple. merci beaucoup, en tout cas, c'est voilà. très éclairant. Oui, hein, c'est vraiment très, très intéressant. Quand aujourd'hui, des patrons allemands disent « Mais nous avons usage de ces réfugiés, nous sommes très contents de les... » Mais pourquoi ils sont très contents de les avoir? Quel est le fond de leur pensée? C'est qu'on va les employer à accepter des travaux que les Allemands ne veulent pas à ces conditions-là. Les Allemands veulent bien les faire, mais pas à ces conditions-là. Oui, il y a un peu à ce côté l'histoire qui se répète. Les Italiens des années 50 sont devenus les Polonais des années 2000. C'est ça. Et enfin, il y a eu récemment un reportage qui a fait un peu parler de lui sur l'usage des réfugiés en Turquie. Les Turcs sont ravis. Ils emploient les enfants irakiens et syriens de 8 ans pour une croûte de pain.
Et ils disent, mais c'est leurs parents qui nous demandent de les employer. Nous faisons un plaisir aux parents, les employeurs. Et ça, c'est aujourd'hui.